C'est une somme vertigineuse, presque abstraite, tant elle dépasse l'entendement. 210 milliards d'euros, un montant colossal aujourd'hui immobilisé sur le sol européen et qui suscite de nombreuses convoitises. Cet argent appartient à la Russie, mais depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il est gelé, inaccessible, figé dans les coffres financiers du continent. Face à cette situation inédite, une question s'impose avec de plus en plus d'insistance. Que faire de cet argent alors que l'Ukraine, en pleine guerre, a besoin de ressources considérables pour se défendre et se reconstruire? Au sein de l'Union européenne, le débat est vif. Les 27 États membres peinent à trouver une position commune. Certains estiment que ces fonds pourraient, ou devraient, être mobilisés pour soutenir l'effort ukrainien. D'autres redoutent les conséquences juridiques, économiques et diplomatiques d'une telle décision. Car il ne s'agit pas d'une confiscation au sens strict du terme. Officiellement, les autorités européennes rappellent que ces avoirs restent la propriété de la Russie et qu'un principe fondamental demeure, celui d'un remboursement à terme. En d'autres termes, l'argent est gelé, mais pas saisi. Pourtant, derrière cette prudence affichée se cache un débat d'une extrême complexité. Toucher à ces fonds, même indirectement, reviendrait à franchir une ligne rouge. Cela exposerait l'Union européenne à des représailles économiques, financières ou juridiques de la part de Moscou et pourrait ébranler la confiance dans le système financier international. Car ce qui est en jeu dépasse largement le seul cadre du conflit ukrainien, c'est la crédibilité même des places financières européennes qui est observée. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la période précédant la guerre. Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie, et en particulier sa banque centrale, plaçait une part importante de ses réserves à l'étranger, notamment en Europe. Ces placements prenaient la forme de titres financiers, essentiellement des obligations souveraines européennes. En clair, la Russie prêtait de l'argent à des États européens en échange d'un rendement, comme le font de nombreux investisseurs institutionnels à travers le monde. Ces actifs étaient conservés par des infrastructures financières spécialisées, dont l'une des plus importantes est Euroclear. Cette institution, basée en Belgique, joue un rôle clé dans la finance mondiale. Elle agit comme un dépositaire central, un immense coffre-fort financier chargé de conserver, pour le compte de banques centrales, de banques commerciales ou de fonds souverains, des titres de dette et d'autres actifs financiers. Avant les sanctions, la Banque centrale russe y détenait une part significative de ses avoirs en euros, stockés en toute sécurité au sein de ce système. Mais tout bascule en février 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Union européenne adopte alors une série de sanctions sans précédent, parmi elles le gel des avoirs russes présents sur son territoire. Concrètement, cela signifie que la Russie n'a plus le droit d'accéder à ces fonds, ni de les déplacer, ni de les utiliser. Avec le temps, une transformation s'opère. Les obligations détenues arrivent à échéance. Elles sont remboursées, non plus sous forme de titres, mais en liquidités. Or, ces liquidités, bien qu'appartenant toujours juridiquement à la Russie, restent bloquées. Elles s'accumulent progressivement sur des comptes dont la Russie ne peut disposer. Aujourd'hui, ce sont environ 210 milliards d'euros qui se trouvent ainsi immobilisés en Europe, dont près de 185 milliards concentrés en Belgique, principalement chez Euroclear. Le reste est réparti notamment entre la France et le Luxembourg. Depuis le début du conflit, l'Union européenne n'a pas utilisé le capital lui-même. Elle s'est limitée à exploiter les intérêts générés par ces sommes. Car, dans le fonctionnement du système financier, conserver de grandes masses de liquidités a un coût. Lorsqu'un dépositaire comme Euroclear détient de l'argent pour le compte de ses clients, il ne le conserve pas gratuitement. Des intérêts sont facturés et ces intérêts, dans le contexte actuel, deviennent une source de revenus indirecte. C'est précisément à cet endroit que le débat se cristallise aujourd'hui. Jusqu'où l'Europe peut-elle aller sans remettre en cause les fondements du droit international, sans fragiliser la confiance dans son système financier et sans provoquer de conséquences incontrôlables? Derrière les chiffres et les mécanismes techniques se joue une question éminemment politique, stratégique et historique, dont les répercussions pourraient se faire sentir bien au-delà du conflit ukrainien. Dans les faits, la mécanique est relativement simple à comprendre. Tant que la Banque centrale russe ne peut pas rapatrier ses actifs, les sommes immobilisées continuent de produire des intérêts. Ces intérêts, eux, s'accumulent mois après mois. À ce stade, ils représentent déjà environ 5 milliards d'euros, une somme considérable qui a d'ores et déjà été mobilisée pour garantir des prêts accordés à l'Ukraine. Autrement dit, sans toucher directement au capital russe gelé, l'Europe a commencé à utiliser les revenus générés par cet argent pour soutenir Kiev.
Mais c'est précisément là que la ligne de fracture apparaît. Utiliser les intérêts d'avoirs gelés n'a pas la même portée juridique, politique et symbolique que d'utiliser les avoirs eux-mêmes. Passer de l'un à l'autre constitue un changement de dimension. Et c'est ce saut que les Européens hésitent encore à franchir. Dans un premier temps, l'Union européenne s'est contentée de geler ses fonds pour une durée renouvelable. Ce gel devait être reconduit tous les 6 mois à l'unanimité des 27 États membres. Or, cette unanimité s'est révélée fragile. La Hongrie de Viktor Orban, dont la position est notoirement plus conciliante à l'égard de Moscou, a à plusieurs reprises menacé de bloquer le renouvellement du dispositif. Chaque échéance est ainsi devenue un moment de tension diplomatique, rappelant à quel point l'équilibre restait précaire. Pourtant, ce gel était une étape indispensable avant toute autre décision. Sans lui, il aurait été juridiquement impossible d'envisager une utilisation, même indirecte, de ces fonds. L'étape suivante, beaucoup plus ambitieuse, devait intervenir fin 2025. Elle consistait à mettre en place un mécanisme inédit, accorder à l'Ukraine un prêt massif de l'ordre de 90 milliards d'euros, garanti par les avoirs russes gelés. Le principe est le suivant. L'Europe accorde un prêt à l'Ukraine pour financer sa reconstruction et son effort de guerre. Ce prêt ne serait remboursé que dans un scénario précis, celui où la Russie accepterait de verser des réparations à l'Ukraine à l'issue du conflit. Dans ce cas, l'argent des réparations servirait à rembourser les Européens, qui à leur tour restitueraient les fonds à la Russie. D'un point de vue juridique, les Européens insistent sur ce point. Il ne s'agirait toujours pas d'une confiscation, mais d'un mécanisme conditionnel fondé sur l'hypothèse d'un règlement futur du conflit. En revanche, si la Russie refusait de payer des réparations, ce qui reste une hypothèse très plausible, alors l'Ukraine n'aurait pas à rembourser le prêt et les Européens conserveraient les avoirs russes gelés en compensation. Sur le papier, le montage peut sembler simple, presque élégant. Dans la réalité, il est d'une complexité extrême et soulève d'immenses questions juridiques, financières et politiques. Si ce débat s'est imposé avec autant d'urgence, c'est aussi parce que le contexte a profondément évolué. Au début du conflit, beaucoup espéraient une issue plus rapide. Les aides européennes et américaines affluaient et l'on pensait que l'effort collectif permettrait de stabiliser rapidement la situation. Mais la guerre s'est installée dans la durée. Les États-Unis, de leur côté, ont commencé à réduire leur engagement financier, tandis que les pays européens ont déjà mobilisé des sommes colossales. Selon les estimations de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, l'Europe a déjà engagé près de 188 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Une charge considérable, alors même que de nombreux États membres font face à des déficits publics élevés et à une pression croissante pour maîtriser leurs finances. La France, notamment, cherche activement à réduire son endettement. Dans ce contexte, les marges de manœuvre budgétaires se réduisent dangereusement. Dès lors, les avoirs russes gelés apparaissent comme une sorte de bouée de sauvetage financière. Une réserve déjà là, disponible, qui permettrait de soutenir l'Ukraine sans alourdir davantage les finances publiques européennes. Selon les estimations, Kiev dispose actuellement de ressources suffisantes pour tenir jusqu'à la fin du premier trimestre 2026. Au-delà, il lui manquerait près de 137 milliards d'euros pour poursuivre l'effort de guerre jusqu'en 2027. À cette équation déjà complexe s'ajoute un facteur supplémentaire. Les États-Unis eux-mêmes regardent de près ces avoirs russes. Certains projets envisagés à Washington proposaient d'utiliser une partie de ces fonds pour soutenir les entreprises américaines impliquées dans la reconstruction de l'Ukraine, avec à la clé un partage des bénéfices. Une perspective qui a renforcé le sentiment d'urgence côté européen. Si l'Europe ne tranche pas, d'autres pourraient en décider à sa place. Car derrière ce débat technique se cache une réalité politique majeure. En décidant, ou non, d'utiliser ces avoirs russes, l'Europe ne se contente pas de choisir un mode de financement. Elle engage sa crédibilité financière, son rapport au droit international et sa capacité à peser dans l'ordre géopolitique mondial. C'est précisément pour cela que la décision tarde tant, les enjeux dépassent de très loin la seule question budgétaire. Les conséquences d'une telle décision restent profondément incertaines et lourdes de risques. Il suffit de rappeler que sur les 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés en Europe, 185 milliards sont détenus par une seule institution, Euroclear, basée à Bruxelles. Cela place la Belgique au cœur du dispositif et par conséquent sur la première ligne de front si les choses devaient se compliquer. La Belgique se retrouve donc face à une responsabilité immense et la prudence de ses autorités s'explique par les enjeux financiers colossaux en jeu.
Imaginons, dans un scénario futur où la paix serait rétablie, que la Russie décide de réclamer les 90 milliards d'euros garantis par Euroclear. L'institution, aussi robuste soit-elle, ne dispose pas de fonds propres suffisants pour honorer un tel paiement immédiatement. Un tel mouvement pourrait menacer sa stabilité et provoquer un risque de faillite. Dans ce cas, l'État belge serait contraint d'intervenir pour éviter un effondrement systémique. À titre d'échelle, 90 milliards d'euros représentent près de 14% du PIB belge. Un montant tout simplement colossal. La Belgique, en tant que pays hôte et garante implicite de la stabilité financière, serait donc exposée à une pression économique et politique considérable. Et ce n'est pas le seul danger. En représailles, la Russie pourrait elle-même saisir certains actifs d'Euroclear situés sur son territoire, évalués à environ 17 milliards d'euros. La position stratégique de la Belgique dans ce mécanisme européen la place ainsi au centre de tous les risques. Pour se protéger, elle exige des garanties d'eau financières très importantes de la part des autres pays membres de l'Union européenne, afin de partager la responsabilité et de ne pas se retrouver seule à supporter un éventuel échec. Le principe est simple, si la Russie obtient gain de cause et que l'Ukraine ne rembourse pas le prêt, Euroclear ne pouvant pas couvrir la somme, ce sont les États européens qui devront en assumer la part. Chaque pays contribuerait selon sa part relative dans l'économie européenne. Le mécanisme vise ainsi à mutualiser les risques et à protéger la stabilité économique de chaque État membre. Mais il illustre parfaitement la complexité politique et financière de la décision. Moscou a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne laisserait pas faire sans réagir. La Banque centrale russe a porté plainte devant le tribunal arbitral de Moscou, réclamant 230 milliards de dollars de dommages et intérêts à Euroclear. L'institution bruxelloise se bat déjà contre plus d'une centaine de recours juridiques en Russie. Cette bataille judiciaire, potentiellement longue et coûteuse, ajoute une nouvelle couche de complexité à la réflexion européenne. Même au sein de l'Union, tous les États ne partagent pas le même niveau d'engagement. La France, initialement réticente, a fini par soutenir l'idée d'utiliser les avoirs russes, mais seulement partiellement. Une grande partie des actifs russes présents sur le sol français se trouvent dans des banques privées et commerciales, réparties sur plusieurs établissements. Les autorités françaises craignent que leur mobilisation directe n'affecte la stabilité du système bancaire et ne porte atteinte au secret bancaire. Ces établissements détiennent environ 18 milliards d'euros d'actifs russes, ce qui les rend particulièrement exposés aux représailles et aux risques liés à la zone euro. Le problème dépasse largement la seule question des avoirs russes. Il touche à la confiance des investisseurs étrangers dans la zone euro. Si ces derniers craignent que leurs investissements en obligations ou en titres européens puissent être gelés ou saisis à l'avenir, ils seront beaucoup plus prudents ou demanderont un rendement plus élevé pour compenser ce risque. Cela pourrait augmenter le coût de financement des pays européens et réduire l'attractivité de la monnaie unique, un enjeu stratégique pour l'ensemble de l'économie continentale. On observe un phénomène similaire sur le dollar. Certaines décisions prises aux États-Unis ont déjà conduit certaines banques centrales à diversifier leurs réserves, réduisant leur exposition au dollar au profit de l'or. L'effet domino sur la confiance et les marchés est donc très réel. Mais au-delà des chiffres et des mécanismes financiers, la décision d'utiliser ces avoirs russes envoie aussi un message politique puissant. Elle témoigne de la détermination européenne à maintenir la pression sur Moscou, à soutenir l'Ukraine et à montrer que l'Europe est capable de protéger ses principes tout en agissant collectivement face à des violations du droit international. Pour autant, l'Union européenne n'abandonne pas l'idée d'utiliser ces fonds. En attendant un accord sur les modalités de leur mobilisation, elle a décidé de mettre en place un prêt classique à taux zéro de 90 milliards d'euros, levé par la Commission sur les marchés financiers. Ce prêt devrait couvrir environ 2 tiers des besoins de financement immédiats de l'Ukraine. Le tiers restant sera apporté par des pays alliés tels que le Canada ou la Norvège, ce qui témoigne d'une solidarité internationale autour du soutien à Kiev. Ainsi, l'Europe avance avec prudence mais détermination, entre gestion des risques financiers, enjeux diplomatiques et nécessité de soutenir un pays en guerre, illustrant parfaitement la complexité et l'importance stratégique de ces décisions dans un contexte international tendu et incertain.